trop contente de vous retrouver pour continuer la lecture chuchotée de Glow. On va pouvoir découvrir le deuxième chapitre et savoir enfin pourquoi le vaisseau est attaqué. Enfin attaqué, ça on ne le sait pas vraiment encore, mais en tout cas ça a l'air louche ce qui se passe. Hop là. Dans le potager, nous n'avons rien qu'il ne possède déjà, répétait Waverly à voix basse, tout en descendant le couloir qui menait à l'appartement qu'elle partageait avec sa mère. Il lui semblait parfois que plus Kiran envisageait leur avenir commun, plus il employait un ton condescendant. S'il espérait qu'elle deviendrait une petite épouse soumise, il se fourrait méchamment le doigt dans l'œil. Bien sûr, de tous les garçons de son âge, il constituait le meilleur parti, et pas seulement à cause de sa grande taille et de sa belle carrure. Il était gentil et intelligent. Elle aimait son énergie, l'agilité de ses mouvements pour autant contrôler. Elle aimait observer les traits de son visage, le contour anguleux de sa mâchoire, ses yeux couleur fauve, les poils roux qui poussaient au-dessus de sa bouche. Lorsqu'elle lui parlait, il se penchait et tendait l'oreille comme s'il ne pouvait supporter l'idée de manquer une seule de ses paroles. Il ferait un bon mari. Elle devait s'estimer chanceuse. Le doute l'habitait pourtant. Tout le monde s'attendait à leur mariage, y compris le capitaine et leurs parents. Et elle s'interrogeait. Cette pression avait-elle poussé Kiran à lui demander sa main? S'aimait-il assez pour être heureux ensemble? Si la fertilité ne représentait pas un tel enjeu, épouserait-elle Kiran ou n'importe qui d'autre? Elle n'en était pas certaine. Rares seraient ceux à accueillir avec compréhension ses hésitations. Les enjeux dépassaient largement son petit bonheur à elle. Waverly ouvrit la porte de chez elle et pénétra dans le salon. Des morceaux de chanvre et de coton jonchaient la table, reste d'une robe qu'elle avait tenté d'assembler, sans succès. Elle avait dû défaire toutes les coutures et envisageait même de jeter l'ensemble sur le métier à tisser de sa mère qui occupait un coin de la pièce. Se trouvait un tissu à rayures bleues, sans doute une couverture pour quelqu'un. Les murs étaient tapissés de photos de famille. Waverly, à l'époque où elle était un bébé joufflu, ses parents, les joues rosies, se tenant par la main dans une forêt de conifères glaciales. Ses grands-parents, au regard mélancolique, qu'ils avaient abandonnés sur terre des années plus tôt. Il y avait également des clichés représentant les océans, des montagnes et des nuages blancs dans une étendue bleu pâle. Je regrette que tu n'aies jamais vu le ciel, lui répétait souvent sa mère, ce qui intriguait toujours Waverly. Elle était justement dans le ciel, non? On pouvait aller jusqu'à dire qu'il l'entourait de toutes parts. Non, insistait sa mère. Elle ne l'avait pas vu pour de bon. Elle devrait attendre leur atterrissage sur la nouvelle Terre d'ici 45 ans.
enjambée, elle rejoignit sa fille et la serra dans ses bras. J'en étais sûre. Je suis si heureuse. C'est vrai, lança Waverly en se tortillant pour se libérer. Voyons, il est le meilleur parti du vaisseau. Tout le monde le pense. Le regard brillant, Regina ajouta. Vous avez fixé une date? Non, ça paraît bizarre de prévoir quoi que ce soit en ce moment. À cause de l'autre vaisseau. La vie continue, ma chérie. Ne trouves-tu pas étrange? Allons, ne gâchons pas cette bonne nouvelle, rétorqua Regina, avec une légèreté que démentait son regard inquiet. La récolte du maïs aura lieu dans quelques semaines. Pourquoi ne pas prévoir la cérémonie juste après et profiter du fait que tout le monde sera plus détendu? Sitôt, il y aura de jolies fleurs. Ce sera la saison des lys. Waverly s'assit à la table dressée pour deux avant de répliquer. Je crois que Kiran tient à une cérémonie religieuse. Oh, lâcha Regina en plissant le nez. C'est une chose que personne ne s'explique concernant les Alden. Pourquoi n'ont-ils pas été sélectionnés pour faire partie de l'autre vaisseau? L'autre vaisseau? Mais si, tu sais, rétorqua-t-elle, avant de se remettre à pétrir la pâte de ses mains pleines de farine. Les personnes à l'origine de ce projet ont choisi chacun des équipages sur la base de valeurs communes, dans un objectif de cohésion. Voilà comment on s'est retrouvé avec un équipage laïque et un autre religieux. C'est pour cette raison que l'autre astronef a fait demi-tour, pour nous convertir ou quelque chose dans ce goût. Après avoir façonné son bâton, Regina le laissa reposer sur le plan de travail et répondit: Je n'en sais rien. Moi, je crois que quelque chose se prépare. Ils sont là depuis des jours. Pourtant, personne n'a accosté. À notre connaissance. Et le capitaine a dû leur parler. Pourquoi ne nous transmet-il pas leur requête? Ne t'inquiète pas de ça, répliqua sèchement Regina. Elle ne laissait jamais sa fille, critiquait le capitaine. Comme si, en la laissant taire, elle la protégeait. En la faisant taire, elle la protégeait. Contre quoi? C'était une question à laquelle Waverly... Pardon. J'ai bougé le micro. C'était une question à laquelle Waverly n'avait pas encore trouvé de réponse. Sa mère pivota vers elle, l'œil brillant. Tu as un mariage à organiser. Waverly soupira. Tu avais 25 ans lorsque tu as épousé papa, non? Et vous sortiez ensemble depuis 2 ans. Oui, trésor, mais les choses ont changé. Ta fertilité est à son apogée. On ne peut pas prendre de risques avec la prochaine génération. Waverly avait entendu ce laïus 1 million de fois. Ça semble si précipité. Et oui, après ce chapitre, je ferai un jeu sur tablette. Ça ne l'est jamais quand il est question de survie de l'espèce. Tu le sais bien. La mission était au centre de leurs préoccupations à tous. Et il le fallait. La survie de la race humaine en dépendait. De jeunes colons vigoureux, élevés sur chacun des 2 vaisseaux, s'installeraient sur la nouvelle planète afin de la préparer à accueillir la vie humaine, ce qui impliquait, pour chacune des filles de l'expédition, de donner le jour à au moins 4 bébés. Tout le monde attendait de Waverly qu'elle se marie et devienne mère au plus tôt. Point final. Elle n'osait pas réclamer du temps pour
son cœur se mette au diapason de sa raison. Si seulement ton père était là, souffla Regina. Je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Chaque fois que je pense à... C'était un accident, maman. Personne n'est responsable. Sa mère parut se replier sur elle-même au souvenir de la mort de son mari. L'espace d'un instant, Waverly crut identifier une expression de peur sur les traits de sa mère et une pensée qu'elle ne s'était jamais autorisée jusqu'à présent lui traversa l'esprit. Maman, c'était bien un accident, n'est-ce pas? Bien sûr, chérie, répondit-elle avec un sourire crispé. Tu me caches quelque chose? Serrant sa fille dans ses bras, Regina reprit. Je suis juste en colère que ce soit arrivé. Tu as raison, on ne peut le reprocher à personne. D'accord, convint Waverly à contre-cœur. Depuis l'apparition de l'autre vaisseau, sa mère semblait en proie à un conflit intérieur et avait l'air inquiet dès qu'elle se croyait seule. En revanche, chaque fois que Waverly l'interrogeait, elle répondait avec un sourire resplendissant que tout allait bien, qu'elle vieillissait simplement. C'est juste que ton père me manque dans ces moments-là, dit-elle avec mélancolie. Il aimerait Kiran, tu crois? Waverly était si jeune à la mort de son père qu'il était un quasi-étranger pour elle. Oui, j'en suis convaincue. J'apprécie Kiran. Il sera bon avec toi. Il aura intérêt. Je saurai parfaitement comment le punir dans le cas contraire. Attention, lança Regina d'un ton réprobateur. Ce n'est pas parce que Kiran serait prêt à se jeter dans le vide pour toi qu'il faut en profiter. Ne t'inquiète pas, il n'est pas aussi faible qu'il y paraît. Il a juste besoin... Waverly laissa la fin de sa phrase en suspens. Elle n'était pas certaine de savoir ce dont il avait besoin. Il ne possédait peut-être pas la même propension qu'elle à l'entêtement, mais elle le soupçonnait de cacher, au fond de lui, une véritable force. C'était quelqu'un de réfléchi et de calme, qui étudiait les choses scrupuleusement avant d'en parler. Avec le temps, il pourrait acquérir l'étoffe d'un dirigeant. Elle voulait s'en assurer avant leur union, toutefois. Il s'endurcira, finit-elle par reprendre, dans l'espoir que ce serait le cas. J'ai le sentiment que t'épouser sera plus que suffisant pour endurcir ce pauvre garçon, riposta Regina, avec un geste de la main moqueur. Tu es passé voir le potager aujourd'hui. J'y vais de ce pas. Elle avait besoin d'être seule de toute façon, et travailler la terre avait toujours apaisé son esprit. Au bout du couloir, 2 volets de marche conduisaient au potager, situé au centre du vaisseau, dans une travée si vaste que le regard portait à peine d'une extrémité à l'autre. Les lampes qui éclairaient les plantes étaient réglées pour reproduire la luminosité du soleil à midi, et Waverly sentit avec plaisir la chaleur caresser ses épaules, tandis qu'elle arpentait les rangées de potirons, de tomates, de laitues et de brocolis. Chaque famille embarquait sur
tu as grandi. Prise au dépourvu, Waverly redressa la tête et découvrit Mason Hardval, le pilote principal du vaisseau, adossé à la clôture qui délimitait son potager. Presque aussi âgé que le capitaine Jones, il était un de ses amis les plus proches. Waverly, qui ne l'avait jamais beaucoup apprécié, se méfiait encore plus de lui depuis ces 2 dernières années. Il avait pris l'habitude de poser sur elle un regard visqueux. « Je ne vous avais pas vu, dit-elle mal à l'aise. Écartant une mèche de cheveux blonds de ses yeux, il rétorqua. Moi par contre, je ne t'ai pas raté. Elle haussa les épaules avant de se remettre à désherber. Il ne bougea pas pour autant. Ils sont tous sur les nerfs en ce moment. Ils espèrent que je pourrai leur fournir des explications. Normal, je suis le pilote principal. Le voyant bomber le torse à ces mots, Waverly se demanda s'il essayait de l'impressionner. Toutes ces questions auxquelles je ne suis pas autorisée à répondre me lassent. Il la regardait comme s'il espérait qu'elle l'interrogerait, mais n'ayant aucune envie d'entrer dans son jeu, elle se contenta de rétorquer. Peut-on vraiment leur reprocher leur curiosité? Après 42 ans de solitude, nous nous retrouvons soudain avec des voisins. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit Mason avec un sourire en coin. Si quoi que ce soit arrive, je te protégerai. Je ne suis pas inquiète, rétorqua-t-elle, ignorant le sous-entendu. Je crois juste que l'atmosphère serait plus détendue si le capitaine nous expliquait la raison de leur présence. Ton rôle n'est pas de penser à ces choses-là. Ah bon? Ah non, répliqua-t-elle par pure provocation. Tu as une mission bien précise. Basculant sur ses talons, Waverly lui décocha un regard glacial. Quand il finit par se départir de son sourire, elle lança. Qu'est-ce que vous insinuez? Tu dois t'attendre à attirer le regard des hommes. Il faudrait être aveugle pour ne pas te remarquer. Ce ne sont pas vos affaires, dit-elle en ramassant sa truelle. Tu en es sûr? Avec un sourire de jubilation, il enjamba la clôture qui les séparait. Waverly bondit aussitôt sur ses pieds et jeta la truelle dans sa direction, manquant son visage de quelques centimètres. « Restez où vous êtes !» Il s'était baissé pour esquiver le projectile et la fusilla du regard. « Tu aurais pu me crever un œil. Tous les passagers de ce vaisseau savent que vous êtes un pervers, Mason Hardval. Vous êtes la risée des filles. » Papa, le fils de Mason, Seth, approchait, une botte de foin dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquit-il. « Va au potager, aboya Mason. Je te rejoins dans une seconde. Je peux t'attendre. » Seth s'assit sur sa botte et fixa son père d'un air renfrogné. L'espace d'un instant, Waverly se demanda s'il cherchait à la protéger. « Tu devrais apprendre à te tenir, reprit Mason. Ton attitude n'est pas digne d'une jeune fille. Vous l'avez dit, monsieur. Je suis jeune. » Elle ramassa un râteau, le jeta en l'air et le rattrapa avant de serrer son poing autour du manche. « Contrairement à vous, conclut-elle. Les traits de Mason s'assombrirent aussitôt. Pourtant, il inclina la tête, arrêté par des éclats de rire en provenance du fond de la travée. Occupée à déterrer des navets, Madame Turnbull et son mari étaient assez près pour tout entendre. Mason recula lentement, récupéra un sac de paillis par terre et poursuivit sa route sur le sol irrégulier de l'allée. Seth s'attarda quelques instants. « Il n'est pas méchant, dit-il.
Merci d'être resté, fit-elle. Il hocha la tête, gêné. Seth n'était pas très apprécié à bord, mais Waverly avait toujours éprouvé de la sympathie pour lui. L'accident qui lui avait pris son père avait également tué la mère du jeune homme. Plus jeune qu'elle de quelques mois, il avait cependant déjà une belle carrure, une voix grave et de magnifiques yeux d'un bleu perçant. Waverly les avait remarqués depuis qu'elle s'était retrouvée assise à côté de lui, en ses mains. Un jour, quand ils étaient plus jeunes, Seth l'avait embrassé dans la salle de jeu. Ils faisaient un puzzle ensemble et elle avait noté qu'il avait la respiration lourde et se passait régulièrement la langue sur les lèvres. Avec un sourire triomphal, elle avait placé la dernière pièce. On a réussi. Après un long silence, il avait murmuré d'une voix tourmentée. Je t'aime. Waverly en avait eu la mâchoire décrochée, ramenant sa jupe sur ses genoux égratignée, tandis que ses joues viraient au rouge vif. Elle avait demandé « Comment ça ?» Sans prévenir, il s'était penché vers elle et l'avait embrassée avec douceur. Ce n'était pas le baiser dont elle se souvenait le mieux pourtant. Non, elle se remémorait surtout la suite, lorsque, au moment de s'écarter, il avait laissé son visage à quelques centimètres du sien, lui caressant la joue de son souffle, à une, puis deux reprises, avant de prendre la fuite. Tandis qu'il quittait la pièce précipitamment, elle avait pensé « Reste ». Elle n'avait rien dit, cependant. Le livre s'éclot. Le lendemain, au moment de s'installer à côté d'elle en classe, il lui avait jeté un regard plein d'espoir. Elle s'était détournée, submergée par ses sentiments. Elle ne savait quelle conduite adopter. Plus tard dans la semaine, quand Kieran Alden l'avait invitée au bal de la moisson, elle avait accepté. Et elle avait fait mine, pendant qu'ils dansaient ensemble, de ne pas remarquer Seth près du saladier de punch, les yeux cloués au sol, les mains dans ses poches. À présent, elle se demandait ce qui se serait passé si elle n'avait pas choisi Kieran. Sans réfléchir, elle lança « Tu te rappelles, le jour où on a fait ce puzzle ?» Visiblement décontenancé par sa question. Il répondit « Bien sûr, pourquoi tu penses à ça maintenant ?» Il la dévisageait, dans l'attente d'une réponse. Elle se rendit soudain compte qu'il était très grand, plus que Kieran. Il se tenait debout, les bras ballants, et elle se sentit irrésistiblement attirée vers lui, comme sous l'effet de la gravité. C'est juste que... Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Que pouvait-elle dire? Comment parler à Seth sans trahir Kieran? N'était-il pas déjà trop tard? J'en garde un bon souvenir, reprit-elle. Un sourire éclaira le visage de Seth, qui le chassa aussitôt. Je croyais que Kieran et toi étiez encore... Oui, dit-elle, la gorge nouée. Il avait complètement perdu son sourire à présent. C'est logique que vous soyez ensemble. Il est le chouchou du vaisseau, après tout. Il n'est pas le chouchou. Bien sûr que si. Ils s'observèrent en chien de faïence un instant. Je suppose que tu ne l'apprécies pas beaucoup, finit-elle par lâcher. Disons simplement que j'ai une méfiance naturelle envers la perfection. Affectant un ton détaché, Waverly voulut savoir. Tu as des vues sur quelqu'un? Seth
soutint le regard de Waverly. Consciente qu'elle devait changer de sujet de conversation, elle posa la première question qui lui passait par la tête. Ça t'arrive d'interroger sur l'accident? Il n'eut pas besoin de précision pour comprendre de quoi elle parlait. Et toi, répondit-il. Ma mère a fait une remarque étrange à ce sujet tout à l'heure. Jetant un coup d'œil à son père, courbé au-dessus d'un pied de melon, il rétorqua. Je me pose des questions aussi, parfois. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un accident, mais... Faisant un pas dans sa direction, Seth murmura. C'est ce que tu es censé continuer à croire. Comment ça? Tu sais quelque chose? Enfonçant son gros orteil sous les racines d'un plant de piment, il répartit. Eh bien, j'ai des raisons de douter du bienfaiteur de ton copain, le capitaine Jones. Contrairement à ce que tout le monde s'imagine, il n'est pas un gentil petit vieux. Qu'est-ce que tu racontes? Seth piqua subitement du nez. Oublie ce que je viens de dire, reprit-il. Je suis parano, depuis toujours. Qu'as-tu découvert? Seth la dévisagea un long moment, avant de hausser les épaules. Pour être honnête, Waverly, ce n'est qu'une intuition. Je n'en suis pas plus sûre que toi. Elle plissa les paupières. Il lui cachait quelque chose. Je ne te crois pas, Seth. Sois juste prudente avec Kiran, d'accord? Les amis du capitaine Jones ont tendance à mener des vies compliquées. Tu veux parler de ton père? Nous n'avons jamais eu cette conversation, toi et moi. Qui cherches-tu à protéger? Ton père ou moi? Il posa à nouveau ses yeux sur elle, et elle y lut un tel désir teinté de tristesse profonde qu'elle dut baisser la tête. Se laissant tomber à genoux, elle s'attaqua à une poignée de mauvaises herbes résistantes. Courbée sous le poids de son ballot de foin, Seth rejoignit son père. Waverly le suivit de regard, dans l'espoir qu'il se retournerait, ce qu'il ne fit pas. Le livre s'éclot. Tout à coup, l'alarme du vaisseau retentit. La voix du capitaine s'échappa des haut-parleurs, si aiguë et si forte que le message était incompréhensible. Monsieur Turnbull avait déjà lâché son râteau et se précipitait à tribord. Waverly, Madame Mbéoué, sa voisine, accourait. J'ai besoin que tu ailles récupérer Séraphina. Pourquoi? Où est-elle? Chez nous, elle fait la sieste. À la réflexion, rassemble tous les enfants et conduis-les à l'amphithéâtre. De surprise, Waverly lâcha sa truelle, qui atterrit sur sa cheville. Pourquoi? Répéta-t-elle. Que se passe-t-il? Tous les renforts sont attendus sur la piste, à tribord. Je dois m'y rendre. Par-dessus son épaule d'ébène, Madame Mbéoué ajouta. Fais d'abord un crochet par la garderie pour t'assurer que tous les enfants se dirigent vers l'amphithéâtre. Puis, occupe-toi de ma fille. Waverly avait l'habitude de garder Séraphina, une adorable fillette de 4 ans dont les cheveux crépus étaient ramenés en 2 macarons sur le sommet du crâne. Frappée de surdité, elle ne pouvait pas entendre les messages d'urgence. Se précipitant au poste de communication le plus proche, Waverly composa le code d'urgence permettant de diffuser une annonce générale
en suspens. Monsieur Knightley s'éloigna déjà. Elle n'y comprenait rien. La peur refroidissait ses membres et ralentissait ses mouvements. Pourtant, elle se força à presser l'allure. Elle aperçut Felicity Wickham qui marchait, l'air hébété, dans la direction opposée. Waverly remarqua que ses cheveux blonds étaient en pagaille et ses joues de porcelaine rougies. Sa tunique pendait de travers sur sa longue silhouette gracile. « Accompagne-moi à la garderie, lui cria-t-elle. Comme Felicity la fixait avec des yeux ronds, Waverly l'agrippa par le poignet et l'entraîna. Elles finirent par atteindre le local, vide. Des cubes de construction et des livres de coloriage jonchaient le sol. Le contenu d'une boîte d'images, sans doute renversée dans la précipitation, était éparpillé sur la grande table. Ils ont déjà dû évacuer les enfants, halta Waverly. Dieu merci. Ils auront entendu ton message, observa Felicity, à travers le rideau de cheveux pâles qui lui masquait la figure. Tu sais ce qui se passe? Aucune idée. Où étais-tu quand ça a commencé? Dans le potager. Et toi? Chez moi. Pressant ses mains osseuses sur son ventre, elle ajouta: J'ai peur. Moi aussi, dit Waverly, avant de prendre la main de son ami et de presser ses doigts froids. Je dois aller chercher Séraphina. Tu peux faire un crochet par le jardin d'enfants en te rendant à l'amphithéâtre. Felicity avait toujours le regard perdu dans le vide. Elle semblait en état de choc. Waverly s'élança dans le couloir, puis hurla par-dessus son épaule: Fonce! À cet instant précis, le sol vibra sous ses pieds, et un grondement comme Waverly n'en avait encore jamais entendu ébranla le vaisseau. La situation devenait critique. Un nouveau troupeau d'adultes la dépassa. Elle scruta les visages qui défilaient, espérant repérer celui de sa mère, mais ils allaient trop vite. Alors emboîta le pas jusqu'à atteindre la coursive principale, où elle prit la direction de l'appartement d'Mbeway. Elle repéra facilement leur porte, décorée d'une fresque représentant la savane africaine. Waverly pressa la commande pour entrer. Rien ne se produisit. Séraphina avait dû s'enfermer à l'intérieur. Il y avait également un clavier. Waverly ne connaissait plus le code. Elle essaya plusieurs combinaisons. Toutefois, la porte resta close. Séraphina, hurla-t-elle en tambouronnant au battant. La fillette ne pouvait rien entendre, malheureusement. Waverly devait trouver un moyen d'entrer. Elle tira de sa poche le canif qu'elle avait eu pour ses 15 ans. Après avoir déplié la lame, elle la glissa derrière la plaque métallique qui dissimulait le verrou et la fit sauter. Puis, elle souleva le clavier numérique, révélant un enchevêtrement de fils électriques. Elle aurait pu les sectionner tous. Pourtant, elle avait la quasi-certitude qu'elle ne réussirait qu'à condamner la porte. Or, il fallait au contraire activer le mécanisme qui permettait d'ouvrir. Un circuit est soit ouvert, soit fermé. Elle se précipitait. La leçon apprise l'année précédente en cours de physique, tout en cherchant à identifier le mécanisme qui faisait coulisser le panneau. Le fil de cuivre était gainé de plastique jaune, à l'exception de son extrémité qui se trouvait sous une plaque amovible, laquelle était relevée. La solution pouvait-elle être aussi simple? Waverly pressa la plaque, qui entra en contact avec le fil. Une violente décharge électrique lui remonta dans le bras, puis atteignit sa poitrine. Durant plusieurs secondes, toute son attention fut concentrée sur les battements frénétiques de son cœur et la brûlure au bout de ses doigts. Urgence. C'était une situation de crise. Elle devait se ressaisir. Elle s'efforça de réguler sa
de son cerveau, elle constata que la porte avait coulissé. « Séraphina !» souffla-t-elle avant de pénétrer dans l'appartement. À la suite de la décharge électrique, elle avait le côté droit endolori, et tout particulièrement le bras. Elle se traîna le plus vite possible en boitant jusqu'à la chambre de la petite fille. Celle-ci semblait vide, mais Waverly remarqua que la porte de la penderie était entr'ouverte. Les genoux ramenés contre la poitrine, Séraphina s'était recroquevillée sur la planche du milieu et plissait les paupières de toutes ses forces. Elle avait dû sentir la secousse qui avait agité le vaisseau. Waverly posa délicatement une main sur la hanche de Séraphina. Terrifiée, la petite fille ouvrit les yeux et parut soulagée lorsqu'elle découvrit l'identité de sa sauveuse. « On doit y aller, » lui dit Waverly en lui tendant sa main gauche. Séraphina la suivit sans rechigner. Au moment où elle s'engageait dans l'escalier, les lumières s'éteignirent. La fillette planta ses ongles dans le pouce de Waverly. Dans le cœur battait à nouveau la chamade. Elle craignit de faire une crise cardiaque. L'éclairage de secours se mit en marche, baignant les marches métalliques d'une lueur orangée, et les deux filles reprirent leur route. Une nouvelle vibration parcourut le vaisseau. Waverly eut l'impression que la structure poussait un grognement de douleur. Un courant d'air les assaillit soudain, comme si un ventilateur invisible avait été mis en marche. Au détour de la coursive dans laquelle elles s'étaient engagées, elles aperçurent l'amphithéâtre, faiblement éclairé. Waverly crut d'abord que les autres enfants n'avaient pas réussi à l'atteindre, tant le silence était grand, ce qui relevait de l'impossible quand 250 petits étaient réunis au même endroit. À pas feutrés, Waverly et Séraphina s'approchèrent pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Merci Mélodie pour le cœur, c'est très gentil. Dieu soit loué, souffla la première. Ils sont là. Son regard tomba presque aussitôt sur Felicity, assise par terre et entourée d'une dizaine d'enfants. Ils avaient tous les yeux tournés dans la même direction. Felicity aperçut Waverly, qui se tenait à environ 3 mètres de la porte. Elle secoua la tête, presque imperceptiblement, et leva une main, signifiant ainsi aux deux filles de ne pas bouger. Séraphina s'immobilisa, mais Waverly voulait comprendre ce qui se passait. Boitillant vers l'entrée de la salle, elle agita la main afin d'attirer l'attention de Felicity, qui s'entêtait à regarder droit devant elle. À l'instar de Seth, que Waverly repéra soudain dans un coin de la salle et qui paraissait furieux, voire prêt à commettre un meurtre. Il avait refermé sa main droite sur son poignet gauche et la tournait comme pour libérer une épée de son fourreau. Waverly s'apprêtait à battre en retraite et prendre la fuite lorsqu'un homme qu'elle ne connaissait pas surgit devant elle. « Bonjour, bonjour », lui dit-il. Waverly cligna des yeux de surprise. Elle n'avait jamais vu d'étranger. Il n'était pas grand et une vilaine cicatrice lui barrait le côté gauche du visage qui semblait se fissurer à chacun de ses sourires. Waverly constata qu'il tenait une arme d'urgence. Jusqu'à présent, elle n'en avait vu que dans les vidéos diffusées en classe pour préparer l'équipage à un atterrissage forcé. Ces armes, qu'on appelait pistolets, ne devaient servir que dans le cas fort peu probable où des bêtes hostiles peupleraient la nouvelle terre. Elles étaient enfermées dans une chambre forte, tout au fond de la cale de l'Empyrée. Aucun passager n'y avait accès. L'homme pointa l'extrémité de l'arme sur le front de Waverly avant de l'agiter. « Tu sais comment ça marche, non ?» Waverly hocha la tête. « S'il
amenant son regard sur l'amphithéâtre, où Everly remarqua la présence d'autres inconnus, au nombre de 5, qui l'observaient. Leurs traits inhabituels la déboussolèrent. Yeux marrons en forme d'amande, nez épais, lèvres blanches, dents ébréchées. Elle leur aurait donné l'âge de sa mère, peut-être un peu plus. Haletant, ils attendaient sa réaction. Les enfants, réfugiés au pied de la Seine, se blottissaient les uns contre les autres pour se protéger des hommes. Elle tenta de comprendre la scène qui se déroulait devant ses yeux. Des inconnus armés dans une pièce pleine d'enfants. Il y avait de quoi s'alarmer. Ne t'inquiète pas, lui dit l'homme à la cicatrice. Il s'agit d'une mission de sauvetage. Pourquoi avez-vous besoin de ça alors? Lui demanda-t-elle en désignant le pistolet. Au cas où on rencontrerait un os, répondit-il d'une voix chantonnante, comme s'il s'adressait à une petite fille. Pourquoi en rencontreriez-vous un? Rétorqua-t-elle. Je suis content qu'on se comprenne, lança-t-il avec un demi-sourire. Avec son pistolet